Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices, sur ce podcast L'Art de dire, qui vous sera présenté par moi-même, Ayesha Baya. Ce podcast se focalisera donc sur l'art oratoire, l'éloquence et la communication en général. Au fil des épisodes, nous découvrirons la communication sous différentes formes, telles que dans le monde politique, militant, artistique, associatif, académique ou encore dans la vie quotidienne, c'est-à-dire la communication dans un couple, entre amis, entre membres de la famille. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes aujourd'hui sur le second épisode de l'art de dire. Cet épisode s'appelle les mots de l'entrepreneur. Donc entendez les mots MOTS ou les mots MAUX, comme vous le voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux entrepreneurs, Alexis et Amélie. Je suis également accompagnée aujourd'hui d'une autre personne qui fait partie de l'équipe de l'art de dire, Oumaima. Bonjour Oumaima. Bonjour tout le monde. Tu vas bien ? Oui, merci, et toi ? Très bien. Alors évidemment, nos deux invités sont là et sont impatients de vous faire découvrir leur domaine et aussi le sujet du jour, donc l'entrepreneuriat dans la communication, dans la prise de parole et dans toutes les petites étapes que vous avez pu passer pendant votre parcours. Je vais vous demander de vous présenter, mais à la manière de l'art de dire. Je vais vous demander c'est quoi l'émotion qui vous représente le plus, une activité ou un hobby qui vous correspond parfaitement, et enfin votre lieu que vous considérez comme idéal. Pas facile. Pas facile. Amélie, si tu veux bien, je te laisse commencer, vu que tu as pris la parole en premier. Je me fais piéger tout le temps. Vas-y Amélie, dis-nous tout. Alors, est-ce que tu peux répéter la première... L'émotion. L'émotion. La joie. La joie. La joie. Je suis de nature très enthousiaste, donc très facilement je me mets dans un bain joyeux, ce qui est communicatif, donc ça m'ouvre pas mal de portes, mais je fais pas exprès. J'en doute pas. D'accord. Et ton lieu idéal ? Chez moi. J'adore être chez moi, c'est la paix. J'ai décoré ma maison pour que je m'y sente bien, donc voilà, je dirais chez moi. C'est bien chez toi, c'est parfait. Et l'activité qui te correspond le mieux ? Du sport. J'ai besoin d'évacuer. On cumule entre une vie de famille, l'entrepreneuriat, les activités. Moi, il faut que j'évacue. Donc, le sport, c'est ce qui me correspond le plus. Super. Alexis, est-ce que tu veux bien prendre le relais ? Oui, bonjour à tous, donc Alexis. Alors, au niveau de l'émotion, une émotion que j'aime beaucoup, c'est le courage d'aller au bout de ses idées. Quand je dis ça, c'est... Voilà, on est confronté à différentes sollicitations à travers des sujets on va dire divers. On va dire, grosso modo, on peut avoir une réaction, en fait. On peut avoir l'espoir de quelque chose et d'aller au bout de cette idée. Vraiment, c'est vraiment ce qui m'a poussé, moi, ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat. D'accord. C'est ça, c'est l'envie, en fait, d'aller au bout d'une idée. D'accord, la détermination, donc, la persévérance. Ouais, quelque chose comme ça, tu vois, autour du... la persévérance, le courage aussi, l'envie, il y a vraiment tout ça qui tourne autour de ce principe-là. Donc ça, c'est vraiment l'émotion, je pense, qui m'active et qui me permet d'aller chercher des ressources qui me permettent de créer. Parce que voilà, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est de la création de valeur. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Pour parler après d'un lieu que j'aime bien me perdre en ville. T'aimes bien te perdre en ville ? Ouais. Dans la ville de Toulouse, je le rappelle. Même dans Toulouse, je peux arriver à me perdre encore, dans l'idée où j'arrive à redécouvrir des petites ruelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Dans n'importe quel endroit. Par contre, quand je me déplace aussi en ville ou ailleurs, quand je voyage un petit peu, j'aime beaucoup me perdre en ville. Après, en termes d'activité... C'est ça. Alors moi, j'aime beaucoup les arts martiaux. Dans l'idée... je trouve que le combat, quelque part, ça fixe un peu les idées sur ce qui est pragmatique, ce qui est efficace, ce qui est beau aussi. Et ça me permet vraiment d'être toujours au clair un petit peu sur ça, garder une dimension un peu de confrontation, de combat, parce que c'est quelque chose, qui fait partie de notre réalité, hein. Bien sûr. Faut s'affirmer, faut être capable de défendre ses positions, et en même temps, la maîtrise de la force te permet d'avoir un peu plus de flexibilité au fur et à mesure, donc de pouvoir être souple, de pouvoir avoir l'humour, de pouvoir rigoler, le combat n'empêche pas ça, et je trouve que les arts martiaux me représentent bien pour ça. Ouais. D'accord, superbe introduction.
Est-ce que je peux revenir sur mon activité? Parce qu'en réalité, je me suis trompée. C'est vrai ce que j'ai dit, mais par rapport à ce qu'il dit, je me dis que mon activité préférée, c'est le ménage, parce que ça m'aide à ranger mes idées. Et comme le cerveau est des fois plein, et ben quand je clean, tout se met en ordre et j'organise beaucoup mieux ma pensée, et je pense que c'est vraiment mon activité préférée. D'accord, ok. Ou on peut dire que tu as 2 activités que tu adores. Non, c'est la première. D'accord, très bien. Amélie et Alexis, merci pour vos présentations. Je demanderai également à Oumaima qui nous a rejoint sur ce second épisode. Oumaima, qu'en est-il de ta personnalité à toi? Alors, ma personnalité, je vais commencer donc par l'émotion qui me caractérise. Si je dois choisir une émotion, je ne pourrais pas. Parce que il y a beaucoup d'émotions qui me définissent. La peur, la tristesse, la joie, la surprise. Et j'accueille tout ça à bras ouverts, j'essaie de faire avec tout ça. Et puis, je trouve que toutes ces émotions-là font de moi qui je suis aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, pour l'endroit, j'aime beaucoup la plage. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Kelibia, qui est connue pour sa belle plage paradisiaque au sable blanc fin. Ce qu'on adore. Donc, ça me donne beaucoup de sérénité et d'apaisement, cet endroit-là. Et puis enfin, pour l'activité, je dirais le chant. J'aime beaucoup chanter, oui. D'accord. Ça me permet d'évacuer le stress, de me sentir bien, de m'ambiancer. Merci beaucoup, Oumaima. Comme je le disais, aujourd'hui, Oumaima sera co-animatrice avec moi et nous allons essayer d'aborder toutes ces problématiques qui sont liées à l'entrepreneuriat et de vos parcours. Et je l'espère, nous aurons des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent. Il faut quand même que vous nous dites pourquoi est-ce que vous êtes là, parce que vous êtes entrepreneur, mais nous ne savons peut-être pas dans quel domaine, qu'est-ce que vous faites exactement. Donc Alexis, si tu veux bien commencer, il me semble que tu es président donc, de ta société Plastic Vortex. Tu veux bien nous dire un peu plus sur ton activité et ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat pour toi, est-ce que ça représente? Bien sûr, alors Plastic Vortex, c'est un projet de création autour de la dépollution, donc précisément de la dépollution fluviale, donc de fleuves et de rivières, afin de capter la pollution plastique présente dans les fleuves et rivières pour protéger l'environnement de la dispersion des plastiques dans l'océan, car quelque chose qui a été abordé il y a quelques années à travers la découverte du 7e continent de plastique, donc d'endroits dans le monde, dans les océans remplis d'une pollution plastique, on s'est aperçu qu'il y avait un lien entre les villes qui venaient rejeter de la pollution plastique, des macrodéchets, cette pollution est en fait charriée par la pluie et tombe et finit dans les fleuves, et au final elle se disperse dans l'environnement par ce biais-là. Donc c'était quelque chose qui n'était pas extrêmement bien lisible, bien identifié. Donc Plastic Vortex a pour vocation d'intervenir dans le circuit de l'eau pour venir récupérer les macrodéchets plastiques. Donc là, c'est ce qu'on fait en théorie. Après, en pratique, on développe du coup des installations physiques pour venir récolter les plastiques. Donc c'est des barrages couplés avec des tapis mécaniques. Donc il y a cette partie-là. Et après, donc ça c'est vraiment la partie pragmatique. Après, on défend une vision de Plastic Vortex qui est qu'on peut faire mieux avec les moyens du bord. Et donc, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est donc capter la pollution plastique dans les fleuves et les rivières, dépolluer, porter ce message qu'on dépollue, et voir un petit peu comment les gens vont réagir à ça. Et ce qu'on attend, c'est que les gens, ils consomment moins, ils font plus attention du coup à ce qu'ils jettent, et qu'au fur et à mesure, ça se voit dans le temps, et donc ça veut dire qu'il y aurait moins de pollution dans les fleuves, et ça, ce serait quelque chose qu'on pourrait valider. Et donc valider qu'il y a vraiment un progrès dans le temps, et donc vraiment ça c'est clairement mon rêve en termes de savoir-faire. D'accord. De prétendre en fait qu'on est capable d'avoir ce savoir-faire pour les villes, pour les métropoles, qu'on est capable, ça c'est un imaginaire qui est un peu porté avec la Smart Cities, bien sûr. C'est-à-dire que la ville pilotable est plus facilement compréhensible, plus facilement opérationnel. Donc il y a l'idée que la donnée en fait apporte une lecture de la réalité un petit peu plus fonctionnelle. Donc on vient porter un petit peu aussi cette dynamique avec Plastic Vortex tout en répondant donc à une problématique principale qui est la protection de l'environnement
Donc Plastic Vortex, on lutte contre la pollution plastique dans l'environnement tout en répondant à ce que pourrait être une ville smart, une ville durable. Merci à toi Alexis. Amélie, je te pose également la même question. Tu es CEO de Gara. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Mais bien sûr. Donc Gara, c'est un store pour l'Afrique, comme le Play Store ou l'Apple Store, où nous distribuons des jeux vidéo mobiles et des bandes dessinées. Sauf que c'est un store qui intègre les moyens de paiement qui correspondent aux réalités africaines, puisque sur Google ou Apple, ça c'est pour le contexte, on ne peut payer, on ne peut acheter que si on possède une carte bancaire. Or, 90% de la population africaine ne possède pas de carte bancaire. Les moyens de paiement privilégiés sont le cash ou le mobile money, donc des paiements via les smartphones. Et donc, mon associé, le cher Teddy Kosoko, a voulu créer un store pour l'Afrique. Et plus largement derrière, ça intègre une grande mission de vie que moi j'ai choisi de rejoindre il y a quelques mois maintenant. J'avais un pourquoi quand j'ai démarré Gara et aujourd'hui j'en ai un autre. Et ça c'est très intéressant, on y viendra je pense. Super. Voilà. Je le rappelle aussi pour les personnes qui nous écoutent que là pour l'instant tu es CEO de Gara mais tu as aussi été présidente toi-même d'une autre société avant, donc tu connais le monde entrepreneurial. Voilà, j'ai eu une première expérience qui m'a amenée à celle-là. Totalement. Voilà. C'est un beau parcours. Ouais. Et ben maintenant que nos auditeurs et nos auditrices savent qui vous êtes, je pense qu'on va pouvoir vous poser des questions un peu plus précises. Et si vous le voulez bien, on va commencer de suite. Est-ce que, Alexis, Amélie, vous avez déjà pitché, évidemment, devant un public, devant des investisseurs, devant peut-être des institutions publiques, totalement, ou juste avec un banquier, pour promouvoir votre idée et pour concrétiser votre projet? Alors oui, je n'ai pas encore eu la joie de pitcher sur Gara, mais ça me saurait tarder. Par contre, avec mon ancien projet, j'ai pitché maintes et maintes fois devant différents publics. Donc à chaque fois, le pitch n'est pas le même, puisqu'on doit s'adapter à notre interlocuteur. Et la répétition améliore le pitch. Plus on fait, plus on s'améliore. Donc après, j'ai évidemment mes recettes, mais non, ma petite recette. Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'on pitch, on devient pitcher en pitchant. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. On peut tous commencer à être nuls, entre guillemets, se juger nul et en même temps apprendre. Et donc ce passage-là est vraiment intéressant. Et oui, j'ai pitché maintes et maintes fois aussi. Et j'ai fait des pitchs vraiment dans des conditions assez incroyables. C'est vraiment, vrai. Ouais, faut être en capacité de pitcher. En fait, pitcher, grosso modo, c'est l'art de l'accroche. Comment, en fait, en un court délai, tu viens accrocher, être clair sur ton sujet. L'idée, c'est pas de faire le tour de ton sujet, mais c'est d'accrocher la personne pour entamer une discussion. Et les formats peuvent être très divers. Par exemple, lors d'une Startup Week, j'ai dû pitcher en 1 minute, avec de la pression sous concours. C'est-à-dire que tu as 40 concurrents et à la fin ils en prennent 10. Et donc il faut être en capacité donc à pas se démobiliser et se remobiliser pour pouvoir pitcher son idée en 1 minute. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et c'est un passage vraiment très intéressant à faire parce qu'on n'est plus tout à fait le même avec cette expérience-là. Donc voilà, je vous invite à essayer de pitcher une idée qui vous tient à cœur en 1 minute, vous allez voir le challenge. Alors j'en profite pour te poser cette question, Alexis. Qu'as-tu ressenti la première fois quand tu as pitché ? Est-ce que c'était un exercice facile ? Mais aussi, est-ce que tu as eu des résultats positifs dès la première fois ? Je pourrais pas te répondre forcément au sens propre la première fois. Après, j'ai des premières fois qui me viennent. J'ai ma première conférence de presse qui me viennent où je me rappelle que j'avais vraiment peur. Parce que du coup, quand t'as un projet... Alors moi, j'ai mélangé entrepreneuriat et projet qui me tient à cœur, ce qui n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Donc du coup, dans cette configuration-là, eh bien évidemment, t'as envie de donner le meilleur de toi, ce qui implique forcément, quand tu débutes, que t'as pas forcément toujours beaucoup confiance en toi, ce qui implique un jeu de tension assez intense, on va dire. Donc ça, je me rappelle de ça, ma première conférence de presse, ça a été... douloureux parce que du coup j'ai pas vraiment pris mon plaisir à pitcher, j'avais pas assez de recul pour comprendre ce que je faisais. Après j'étais suffisamment bien entouré pour que ça se passe bien et au final j'étais dans un projet où les gens sont relativement bienveillants, c'est-à-dire je suis un projet qui traite de l'écologie,
Donc du coup, quelque part, qui suscite par son sujet de la bienveillance. Qu'est-ce que t'en penses, Amélie? Totalement. le pourquoi véhicule l'émotion et le storytelling qu'il y a derrière, et c'est essentiel pour accrocher ton public. Donc par rapport aux propos d'Alexis, j'ai pensé à quelque chose. Quand j'ai commencé à pitcher, je n'étais pas mauvaise, en tout cas je ne me jugeais pas mauvaise parce que j'étais passée par la case Toastmaster, où donc j'avais déjà pris l'habitude de parler en public, je savais comment construire mes discours, mais c'était quelque chose de très préparé. Et sauf que quand tu es entrepreneur, tu dois être habitué à parler, à vendre et à pitcher en permanence dans n'importe quelle discussion. Donc exactement comme il dit, avoir des formats de discours différents, mais à être en mode vente de façon permanente. Et ça, moi, non. Tu n'arrivais pas à le faire. Pas du tout, parce que j'ai toujours peur de pas arriver à dire ce qu'il faut au moment où il faut. Donc je suis très rassurée dans un contexte de préparation où mes arguments sont logiques, et où j'ai préparé chaque argument de façon ordonnée. Et donc dans un contexte d'improvisation, moi j'étais perdue. Et en fait, plus tu vas répéter ton pitch, plus tu vas en être coloré, tu vas avoir une seconde peau. Ton projet, ça devient ta peau, ta seconde peau. Et là, tu vas pouvoir commencer à en parler avec fluidité et à arriver à vendre, quoi. Tu te mets en mode vente. Et ça, c'est ça le pitch pour moi. Je te vends mon idée, parce que j'y crois. Super. Donc, tu as vu sûrement une progression dans ta prise de parole depuis ta première fois. Totalement. C'est vrai qu'au début, j'ai dit que je me jugeais bien, je maintiens. Mais avec le temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'ai dit, j'ai amené beaucoup plus de fluidité et j'ai beaucoup plus joué et été à l'aise dans la forme. C'est quelque chose qui est très importante aussi pour véhiculer l'énergie, l'émotion et tout ça. Que dans le fond. Puis le fond, c'est bon, tu maîtrises au bout d'un moment. T'as plus besoin de te caler dessus. Et as-tu eu une expérience marquante que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui? Pas suffisamment marquante pour que je puisse en témoigner de mon côté, mais je pense qu'Alexis en a une. Alors moi, j'ai une super expérience. J'ai fait mon premier pitch en anglais à la Cité des Sciences de Paris. Wow. Et donc, ça m'a permis un peu de sortir de ce côté scolaire où, grosso modo, quand on fait quelque chose d'un peu moyen, mais avec de très bonnes intentions, bah, ça vaut pas forcément toujours la moyenne. Bien sûr. Les gens ont compris mon projet, ils ont dit que c'était cool. Ils ont vu, en fait, les intentions de mon projet et ça m'avait vraiment fait énormément plaisir. Ok, super. Donc, tu recommandes ce genre d'événement, de toute façon? Je recommande, l'idée de sortir un peu de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Il y a des cadeaux derrière, il y a des trésors derrière. D'accord. En tout cas, j'espère que les personnes qui nous écoutent, et si parmi il y a des entrepreneurs, ça va les motiver, ça va les inspirer. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'ai une chose à rajouter, j'ai assisté à pas mal de concours en tant que spectateur de pitch, et de manière générale, j'en ressors dubitative. L'exercice du pitch n'est pas du tout travaillé de manière générale, et je trouve les pitchs informatifs, certes, oui, on apprend des choses, mais pas vendeurs du tout. C'est quelque chose qui devrait être vraiment travaillé en tant qu'entrepreneur dès qu'on démarre sur un projet, parce qu'on veut faire rêver, quoi. Et donc, oui, il faut y aller, comme a dit Alexis, il y a des techniques, il faut s'entraîner et il faut surtout sortir de sa zone de confort. Alexis? Ouais, peut-être ajouter quelque chose parce que Amélie emploie plusieurs fois le mot vendre et comprendre que le terme vendre dans un pitch, c'est transmettre son émotion et qu'elle soit accueillie vraiment en tant que telle et qu'elle soit pas jugée comme quelque chose de médiocre. Exactement. Parce que grosso modo, les gens sont en position de juger. Toi, tu te présentes, donc ils sont en position de te juger. Et grosso modo, ce qui se passe dans le pitch, c'est un exercice, enfin surtout en France, c'est un exercice où ils vont argumenter de manière raisonnée, voir si ça vaut le coup, ton truc vaut le coup, si c'est bien structuré, et se laisser du coup ouvrir et accueillir par l'émotion ou ta passion qui anime ton pitch. Eh ben, c'est super intéressant que vous parliez de ça là maintenant, parce qu'une de nos prochaines questions aurait été la communication en tant que telle pour un entrepreneur est super important. Mais c'est aussi important, comme vous le dites, pour accrocher un public, des personnes qui vont utiliser, consommer votre produit ou vos services. Est-ce qu'au fur et à mesure de la définition, de la finalisation du produit, des services, vous avez eu l'impression que le discours changeait et que vous avez été obligé d'adapter votre façon de parler? Alors oui, continuellement, on ajuste
Donc, dans le vocabulaire un peu entrepreneurial ou start-up, on dit qu'on itère. Donc, on itère sur le pourquoi, on itère sur ce que tu présentes, on itère sur ce que tu vends, entre guillemets. C'est toujours, en gros, grosso modo, le pitch, ça permet vraiment de tester aussi ta proposition de valeur. C'est vraiment un exercice de prototypage qui permet vraiment de voir si, en fait, il y a des oreilles et des cœurs et des cerveaux, en fait, qui accueillent ton idée, et de voir si ça séduit, si ça touche, et si ça suscite des réactions. En fait, ce qu'on attend en tant que pitch, c'est ça, c'est que c'est soit de l'adhésion, soit du rejet. Le pire qui peut t'arriver en cas de pitch, c'est que, du coup, tu suicides, tu provoques rien. Et là, tu dois te poser des questions. Et ce que j'ai appris, ou ce que je suis plutôt en train d'apprendre, moi, c'est de passer, c'est ce que je disais un peu, du côté je t'informe à je storytell. Je te raconte une histoire. On peut avoir plein de chiffres à présenter, mais derrière, c'est quoi l'histoire que tu mets derrière? Et ce que tu disais tout à l'heure, faire passer une émotion, les gens dans un discours, ils vont pas retenir ce que tu dis, ils vont retenir ce que tu fais, ce que tu leur fais ressentir. J'ai préparé un exemple. Est-ce que vous voulez un court exemple? Vous allez me dire si ça fait la différence, parce que moi, c'est comme ça que je le vis, je le teste. Donc, un des facteurs clés de succès pour Gara en Afrique, c'est le marché du smartphone. Ça sert à rien de développer des applications s'il y a peu de marché de smartphones en circulation. Donc, dans le pitch, dans le pitch, oui, dans le deck, qu'on appelle, donc, c'est la présentation de pitch, on a une section sur le marché du smartphone. Le marché du smartphone en Afrique compte 660 millions de téléphones, ce qui est un chiffre colossal. Et donc, ça appuie cette opportunité d'application digitale en Afrique. C'est propre, c'est dit, c'est clair, on est d'accord. Maintenant, je le tourne d'une façon un peu plus racontée. Donc, il y a 5 ans, les constructeurs de téléphones chinois, ils se sont posés, ils ont regardé la taille de la population africaine et son potentiel de croissance, il faut pas l'oublier, ils se sont positionnés et ils ont envahi le marché. Et on est passé de 100 millions de smartphones à 660 millions en 5 ans. Donc là, je raconte une petite histoire où on montre un potentiel de croissance et qui donne envie de dire, ah ouais, il y a du potentiel. Alors, les chiffres sont complètement faux. On retient pas. Mais pardon, c'est juste pour montrer la différence entre je te transmets une information et je te raconte une histoire. C'est ce que j'ai appris dernièrement. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, Amélie. Et puis je pense que on a tous pu voir le storytelling dans ce que tu viens de dire. Moi, je suis curieuse de savoir donc quel est le moyen qui fonctionne le mieux pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vendre votre produit ou service et à vous rapprocher de votre client potentiel? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace, à mon sens, pour toucher une personne, c'est ça? Alors, je pense que c'est le contact direct. Avoir un contexte qui permet d'avoir une personne disponible. Et idéalement, on t'invite à présenter, comme vous le faites là, vous m'invitez à quelque chose, c'est pas moi qui vais vers vous. Alors moi, concernant mon client, donc les institutions, et notamment Toulouse Métropole, quelque chose qui a fait la différence, mais flagrante, jour et la nuit, c'est un passage à la télévision, sur TF1. C'est-à-dire, avant TF1, on avait du mal à avoir nos autorisations, après TF1, en 1 semaine, on avait nos autorisations. D'accord. Donc ça a complètement changé en fait le rapport. En fait, j'étais quelqu'un pour les institutions. C'est-à-dire que les institutions, si tu rentres pas dans leur circuit, ils savent pas à quoi te rattacher et grosso modo ils sont plutôt craintifs. Donc ils vont plutôt te mettre à l'écart et pas t'ouvrir la porte. Et donc quelque part rentrer dans les médias, c'est rentrer dans le sérail et c'est s'ouvrir des portes. Donc les médias classiques institutionnels, entre guillemets, enfin c'est pas institutionnel, mais on va dire TF1, les choses en place, m'ont permis d'avoir une identité en fait différente auprès du public Toulouse Métropole. Ouais. D'accord. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises misent sur la notoriété, la marque employeur, et aussi quand tu deviens un peu une personnalité, tu représentes une personnalité de confiance. J'aime beaucoup ce que tu dis, un peu la construction de la confiance. Totalement. Ouais. Et Amélie, est-ce que tu as déjà aussi le cas? Je vais donner l'exemple de Gara, du coup, je vais aller un peu plus loin dans la mission du projet. Le fait que les gens en Afrique ne puissent pas acheter sur les plateformes actuelles impacte tous les créateurs et tous les talents africains de jeux vidéo, de bandes dessinées, du coup, qui ne peuvent pas générer de revenus de par la production de leur contenu.
Et donc, de fait, derrière Gara, l'idée, c'est de pouvoir lancer cette plateforme pour permettre à des millions d'Africains de pouvoir arriver à vivre de leur passion. Et derrière, il y a un discours qu'on appelle le panafricaniste. C'est l'incarnation de ce discours qui va faire qu'on va aussi arriver à attirer les gens. On peut avoir des concurrents en face, mais on n'a pas le même discours. Parce qu'on n'incarne pas la même chose. Donc c'est hyper important par rapport à la confiance dont on parlait, d'incarner ce discours. Et en l'occurrence, Teddy l'incarne parfaitement. Et à chaque fois, effectivement, je suis assez d'accord. Et à chaque fois qu'il passe dans des émissions, derrière, il y a des rebonds de téléchargement. Il est pas mal sollicité. C'est ça qui crée aussi tout l'environnement de vente. La personne, l'entrepreneur, doit incarner son message. Finalement, on a un produit digital, hein, donc il pourrait tout à fait s'extraire de ça et on pourrait rester que là-dessus. Mais moi, j'aimerais au contraire qu'il pousse encore plus l'image autour de lui pour que les gens se raccrochent à ça et viennent non pas que pour une solution digitale, mais pour participer à un mouvement. Oui, et je pense que là, on aborde un des secrets de l'entrepreneuriat, enfin, en tout cas de l'entrepreneur, l'incarnation. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est-à-dire que, par exemple, moi, je travaille sur la dépollution du plastique. C'est-à-dire que moi, au quotidien, quand je vois du plastique, une bouteille par terre, je la ramasse. Et ça me permet d'entretenir, en fait, cette cohérence qui me permet de me sentir aligné à mes valeurs profondément. Par exemple, Amélie, là, elle a regardé son t-shirt. Voilà, il y a les valeurs tendances du panafricanisme, des motifs qu'on voit. Donc, Amélie porte le maillot de son équipe. Bien sûr. Alors, pourquoi c'est important que moi, au quotidien, je m'accroche à cet usage de ramasser des bouteilles de plastique ou Amélie de porter le maillot de son équipe, parce que ça permet de lutter contre un truc, c'est la peur de l'imposture, le syndrome de l'imposteur, qui vient se remplir si toi, au quotidien, tu fais pas des gestes, entre guillemets, proactifs pour incarner ce que tu dois devenir. On adore. C'est un super conseil, superbe astuce. Et vraiment, c'est pour ça qu'on vous invite, chers entrepreneurs, à notre podcast. Ce sont des choses comme ça qu'on a envie d'avoir pour aider et inspirer les personnes qui nous écoutent. Vous nous avez parlé de communication, vous nous avez parlé de l'incarnation pour votre société, mais comment faites-vous pour arriver là ? Je précise, pendant votre vie entrepreneuriale, vous avez peut-être eu des exercices, des activités, vous avez peut-être assisté à des conférences, des événements. Est-ce que vous auriez des petites choses comme ça à partager avec nous ? Alors moi, j'ai fait beaucoup de bootcamp, beaucoup de workshops, dans des tiers-lieux notamment. Donc dans des associations avec les Fab Labs de Toulouse, les Imaginations Fertiles aussi, des choses portées aussi par plusieurs tiers-lieux, autour de l'impact, de l'entrepreneuriat qui change les vies, qui change la ville. C'est vraiment à plusieurs niveaux une sorte de mini-formation. Donc on vient, généralement, c'est relativement bien encadré, il y a des animateurs qui viennent nous faire pitcher. D'ailleurs, c'est vraiment une bonne occasion de s'initier au pitch, ce genre d'événement. Donc j'ai fait aussi dans d'autres structures, dans des écoles de commerce, donc la Toulouse Business School, les Startup Weekend. Et là, c'était vraiment formidable. C'était un week-end. Entre le premier pitch d'intro et le pitch final de présentation, il y a vraiment un monde d'écart, pour le coup. Et là, tu te rends vraiment compte, en fait, comment l'intensité, comment l'événement permet de densifier, comment l'équipe permet de nourrir des points de vue et du coup de structurer l'évolution de ta proposition de valeur entre le premier pitch et le dernier, c'est assez édifiant. Donc tu recommandes les bootcamps, les Fab Labs et les événements qui sont peut-être proposés par les universités ? Oui, université, tiers-lieu, école, grande école. Je pense que c'est encore plus intéressant quand on est dans des endroits, par exemple moi je venais de l'université, et d'aller vers des endroits où on connaît pas, donc les écoles, pour moi le Toulouse Business School c'était vraiment une mini-formation d'école de commerce, extrêmement dense, parce que du coup la prise de parole en public dans les écoles de commerce, c'est dans la culture de l'école, et c'est une de leurs énormes valeurs ajoutées en communication. Je dirais la communication, le pitch d'entreprise, et la communication en interne, qui est très très efficace, qui leur permet de faire des projets de groupe extrêmement rapides. Et je pense que ça c'est un des secrets des écoles de commerce en France, c'est que t'es initié à ça. Et par exemple à l'université, par contre, c'est tout le contraire. On n'a pas cette approche en fait de la culture, de l'efficacité, de la transaction à dire émotionnelle, pour un peu mettre un peu de théorie, parce que c'est pas qu'une histoire de vente. On sent c'est pas qu'un échange d'argent, c'est aussi un échange humain, c'est aussi quelque chose de très archétypal en fait, au sens anthropologique.
Alors avant de te poser la question, Amélie, j'aimerais poser la même question en fait à Oumaima, même si elle est co-animatrice, tout simplement parce qu'elle a aussi évolué dans ce milieu entrepreneurial et la fois dernière tu me parlais de ton université, donc j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Oui, effectivement, Aïcha, donc moi j'ai fait une école de commerce en Tunisie qui s'appelle l'Institut des hautes études commerciales de Carthage, ou plus couramment appelée IHEC Carthage. Et donc cette université-là, c'est l'une des premières en Tunisie, elle est connue par les clubs, c'est tellement dynamique là-bas. On a peut-être une vingtaine de clubs, il y a Rotaract, il y a HEC Entrepreneurs, il y a JFE, Jeunes Femmes Entrepreneuses, il y a plein de clubs, à peu près une vingtaine. Et moi, j'ai un peu grandi dans tout ça, j'ai vécu tout ça. On faisait aussi la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la SME, qui se déroulait sur plusieurs jours. Et c'est les étudiants qui organisaient tout ça, qui planifiaient tout ça. Donc c'est normal pour nous d'apprendre beaucoup de soft skills, comme l'organisation d'événements, le fait de contacter des gens qui sont haut placés. On a eu des ministres, on a eu des entrepreneurs, on a eu aussi des journalistes très connus. Faire partie de ces clubs-là nous a permis d'apprendre beaucoup de compétences avec la pratique. Déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi grâce aux compétitions comme la Hult Prize ou encore avec Inactus. Moi, j'ai déjà assisté à des compétitions de pitch. J'ai des amis et des camarades de classe qui sont partis aux États-Unis pour pitcher et ils ont même gagné. Et donc, je pense que ce genre d'université, ça aide beaucoup quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et ça nous permet d'acquérir ces soft skills-là. Et puis, je veux aussi insister ou souligner le fait qu'on a eu pas mal de start-upers qui sont sortis de cette école-là. Je peux citer Split, qui est une plateforme de covoiturage qui s'est implantée en Afrique. Mais aussi, il y a Armini de Maher Khlifi qui a donc fait une plateforme pour aider les femmes rurales à avoir la couverture sociale. Un truc pour préciser un petit peu, parce que pour pas trop idéaliser un petit peu ces concours, parce que c'est quand même un environnement un peu compétitif. Bien sûr. Et donc, quand on arrive avec une idée, des fois, quand entrepreneur, on est un peu fragile, parce que cette idée, on n'a pas forcément l'expérience derrière qui vient avec, on n'a pas forcément le milieu familial qui nous soutient, on n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Et donc, peut-être pour préciser un peu, ce que j'ai trouvé de manière générale, c'est que dans les tiers-lieux, les attentes sont un peu moindres en termes de rendu, de résultats, ce qui permet du coup de prendre le temps, d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir maturer, mûrir son projet, alors que dans des environnements comme les écoles de commerce, c'est beaucoup plus exigeant en termes de qualité, enfin le niveau est beaucoup plus haut en termes de prise de parole en public, et donc du coup les contrastes peuvent être plus forts. Ouais. Ce qui veut dire que ça peut, si on débute, ça peut être un environnement intimidant, qui peut être un peu plus intimidant, qui peut être un peu plus exigeant en termes de ressources. Mais bon, c'est synthétique, c'est pas apprendre c'est pas apprendre comme ça, mais c'est l'idée. Voilà. Non, bien sûr. Amélie, est-ce que tu as aussi... Je meurs d'impatience de répondre. des petites choses à nous partager, je te laisse. Je suis beaucoup plus mitigée que vous sur tous ces bootcamps, concours. Alors, je pense qu'il y a effectivement certains qui peuvent être incontournables et très bien, mais on pourrait passer notre vie à ça, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a à boire et à manger. Et je pense qu'il faut sélectionner son champ d'action. Donc, Oumaima, ce que tu as dit, je vais le retenir, c'est-à-dire, c'est hyper intéressant d'être dans ce milieu-là parce qu'on a pratiqué. Donc, moi, je pense que le premier job d'un entrepreneur, c'est de pratiquer d'abord, plutôt que de participer à maintes et maintes bootcamps. Alors, je n'en retire pas le bénéfice, certainement, mais je suis pour l'action, prioritairement. C'est vrai que ce qui m'a pas mal aidé, effectivement, c'est d'être dans un incubateur. Pas pour ce que m'a apporté l'incubateur, pour l'écosystème entrepreneurial et d'être avec d'autres entrepreneurs. Le mindset, l'entraide, ça oui, mais dans l'action. Et plutôt que peut-être les bootcamps, je privilégierais moi, en tout cas ce que je privilégie, c'est l'entourage, les mentors. Avoir dans son cercle, choisir des gens qui vont vraiment nous aider à éclairer une problématique. Ça prend beaucoup moins de temps qu'une semaine dans un
campus. Et alors, je suis un peu péjorative, j'en retire pas le bénéfice encore une fois, mais quelqu'un qui a de l'expérience nous apporte tellement en tant qu'entrepreneur seul face à notre projet. Si je devais conseiller quelque chose, en tout cas, c'est choisir des personnes clés, ressources dans notre entourage et agir, avancer. Et de temps en temps, on voit qu'il y a un concours qui vaut le coup, s'y inscrire pour se faire connaître. Ça amène de la visibilité aussi. Bien sûr. J'enlève pas ça. Avec ce que vient de dire Amélie, je pense qu'il faut y aller avec des intentions. Des intentions. Donc moi, la Startup Weekend, j'y suis allé avec déjà un projet qui avait déjà gagné un concours, mais dans un monde plutôt associatif. Et j'allais avec l'idée que j'allais monter un petit peu en exigence et voir un peu comment mon idée allait être reprise, acceptée, parce que je parlais d'environnement, dans un monde où on va beaucoup plus parler d'applications mobiles. Voilà, ça permet de tester un petit peu, voir un petit peu aussi quel est l'écho général en fait à ton idée, quoi. D'accord. Donc du coup, quelque part, j'allais pour tester quelque chose en fait. Bien sûr. J'y allais pour avancer. Et c'est vrai que cette idée elle est importante parce que en gros, c'est pas de tourner en rond être entrepreneur. Et totalement. Je me permets de rebondir dessus. Là, par exemple, donc ça dépend peut-être aussi du stade où on en est. Là, on vient de refuser, on a eu un appel à proposition pour participer à un concours, on a regardé le truc, ça sert à rien. On n'a pas le temps et ça va nous prendre plus de temps que nous rapporter derrière ce qu'on cherche actuellement. Peut-être que ça dépend des phases de l'apprentissage, de là où tu es dans ton projet. Ça doit servir, à mon avis, au début ou quand tu construis, que quand tu es sur le marché, que ton seul objectif c'est d'acquérir des clients, t'as pas le temps d'aller faire des concours. Bien sûr. Ouais. Je trouve qu'effectivement, c'est une très belle conclusion. Pour moi, ce que cela montre, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, plusieurs techniques, plusieurs méthodes, et aussi il faut prendre en compte l'objectif, l'intention, comme vous le dites, de voir à quelle étape on se situe de la vie de l'entreprise, et à des moments, il n'y a pas d'intérêt de le faire, à d'autres moments, quand on débute, quand on a une idée, on a envie d'être entouré de l'écosystème, du mindset, ce sont des choses très utiles. Donc merci beaucoup pour toutes ces astuces, je pense, qui seront super efficaces pour les personnes qui nous écoutent. Enfin, est-ce que, comme tout entrepreneur, vous auriez des conseils à donner à d'autres qui vous écoutent ou qui ont quelques difficultés à surmonter cette étape par rapport au pitch, à la persuasion des investisseurs? Donc, comment s'y prendre? Si vous avez des ressources à partager avec nous, nous sommes preneurs. Ok, alors, peut-être pour une méthode un petit peu pour concrètement formaliser son idée. Donc le design thinking, à mon sens, c'est 3 questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est faisable? Et pourquoi économiquement c'est durable? Donc si tu arrives déjà à créer de la matière autour de ces 3 questions, donc tu vas comprendre pourquoi tu fais ça, quel besoin tu réponds, à quel problème tu apportes une solution. Tu vas comprendre qu'est-ce qui est faisable techniquement dans ton projet, et donc tu vas en fait rassurer, sécuriser les gens qui vont t'écouter. C'est une manière assez rapide de couvrir le champ complet en fait de l'entreprise. Donc le design thinking. Est-ce que tu aurais encore un autre conseil? Alors je pense que ça vaut le coup d'échouer dans l'entreprise, parce que c'est une super expérience et que ça forge un caractère qu'on n'a pas forcément l'occasion de forger ailleurs. Donc aller échouer dans l'entrepreneuriat, ça vous apportera forcément des billes, que ça soit en termes de compétences, en termes de capacité à convaincre aussi, on en parlait en éloquence, mais aussi en termes de tout simplement de rencontres. Et je pense que ça c'est aussi entre guillemets un secret, c'est-à-dire quelque chose qui est pas tout à fait bien compris, c'est que ça permet de donner du sens à sa vie. Bien sûr. Donc pour toi ce serait le design thinking et ne pas avoir peur de l'échec et même d'échouer. Amélie, est-ce que tu as aussi des golden nuggets? Ma première expérience donc en tant qu'entrepreneur, c'était un site de rencontre par l'intermédiaire des amis, ça s'appelait Case tes potes. Et mon pourquoi, c'était valider une expérience entrepreneuriale. Et je vous assure qu'avec ça, alors ça peut bien déboucher, mais on va pas très loin dans l'aboutissement d'un projet. Pour aboutir, il faut être déterminé, il faut persévérer, il faut endurer et il faut y croire fortement. Et là, c'était pas le cas. Là, j'avais envie de valider mon expérience entrepreneuriale. Donc, dès que je l'ai validée, j'ai arrêté. Je n'ai pas continué. Et plus la proposition de valeur n'était pas suffisamment convaincante pour moi. Donc, c'est vraiment pourquoi on fait ça et pourquoi on entreprend. C'est hyper important de l'avoir à la base. Et ensuite, s'armer d'endurance, de persévérance et s'entourer des meilleures personnes, des personnes qui ont ce qu'on n'a pas, pour pouvoir ouvrir nos chakras et apprendre et grandir. Donc pour toi, ce serait bien définir le pourquoi. Oui. Et l'entourage, l'écosystème. Ah oui. Les personnes qui nous entourent pour nous faire aller plus loin. Totalement.
C'était des échanges super intéressants. En plus, quand on n'est pas d'accord, ça devient encore plus intéressant. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'était aussi le but, parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'échanger avec des personnes qui sont toujours d'accord avec nous. Et là, vous avez des parcours, je ne dirais pas atypiques parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais en tout cas, peut-être des personnes qui vont se retrouver en vous. Et ça, c'est super intéressant. Ou des personnes qui, aujourd'hui, là, nous écoutent et qui ne savent pas si elles veulent franchir le pas de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, c'est aussi le goût du risque, le goût de l'aventure, la recherche d'une indépendance financière. Et pour moi, une entrepreneur, c'est une personne qui est totalement déterminée et qui ne lâche pas. Quoi qu'il arrive, en tout cas, les personnes qui réussissent sont des personnes qui lâchent pas. Donc, ne serait-ce que pour ça, on vous félicite, on vous encourage à aller de l'avant, on sera là pour vous soutenir. Et encore merci d'avoir participé à ce podcast. Mais avant de se laisser, nous avons quand même un petit exercice pour vous. Si vous le voulez bien, évidemment, jouer au petit jeu. Ouais. Alors, on est dans une superbe belle salle ici aujourd'hui. On a des chaises, on a des tasses qui sont très intéressantes. L'exercice serait de pitcher en 30 secondes cette superbe tasse rouge remplie de café. Vous n'aurez que 30 secondes. Est-ce que vous êtes partant? Alexis, si tu veux bien, t'as 30 secondes. Bonjour, voilà, vous venez de vous lever le matin, il fait beau ou il fait gris, à voir, mais vous avez besoin d'énergie pour la journée. Alors je vous propose de vous servir votre thé ce matin sur cette magnifique tasse rouge qui vous apportera énergie pour passer une excellente journée. Merci Alexis, c'était super. T'as une belle tasse rouge, tu veux pitcher cette tasse? Je vais pitcher cette tasse rouge. Vous êtes avec votre amoureux au lit, on est dimanche matin, et vous avez envie de traîner, mais vous avez besoin de vous motiver aussi, vous savez pourquoi, et vous avez besoin d'un petit café. Alors, qu'y a-t-il de mieux que de boire un café dans une tasse rouge qui symbolise la couleur de l'amour? Oh là là, on adore. Merci à vous deux pour vos pitchs. On sait de toute façon que vous allez réussir dans vos pitchs pour vos projets personnels, professionnels. On n'en doute pas, on va vous soutenir. N'hésitez pas à nous glisser des petits liens ou le nom de vos sites. On glissera tout ça à nos auditeurs et nos auditrices. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation de partager toutes ces informations aux personnes qui nous écoutent. On était très heureux de vous accueillir sur ce deuxième épisode, donc les mots de l'entrepreneur. Et on vous dit à tous, à très bientôt. À très bientôt et merci beaucoup pour votre accueil. Salut!